Messieurs, bonsoir. Merci d'accueillir avec moi Alan Green dans son exposition pour comme on le fait d'habitude à chaque exposition de l'Espace des Arts Plastiques, pour un petit entretien. Alors un petit entretien en relation avec son travail, mais aussi pour mieux le connaître et mieux connaître sa démarche, mieux connaître son parcours, surtout que Alan nous vient des Amériques, on va dire, comme on disait, c'est bien loin. Et donc, maintenant, tu résides à Saint-Dié. Et peut-être que ça nous permettra aussi de découvrir, et je voudrais arriver là-dessus aussi, peut-être l'enseignement aux USA, comment ça se passe au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement supérieur, connaître un peu plus ton parcours, et puis après, venir un petit peu plus sur cette création, d'autres aussi dont tu pourras nous parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être qu'Alan a exposé ici il y a 1996, donc ça date un petit peu. Une très très belle série en noir et blanc, et qui était sur le Mississippi. Sur le Mississippi. Et cette série, moi, je l'avais vraiment appréciée à l'époque parce que ça nous amenait véritablement une autre couleur de l'Amérique. Enfin, on était vraiment aussi là dans les zones rurales et on découvrait vraiment aussi véritablement une vie et un paysage. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par l'aspect formation, comment tu es venu à la photographie, quelle formation tu as eue, comment ça se passe. Voilà. Well, merci d'être ici ce soir. Je suis touché de voir beaucoup de gens. J'ai commencé à faire des photos comme objet d'art il y a 40 ans. J'ai pris un cours à l'université sur la photographie. C'était une petite université à Boston. Et j'ai trouvé que quand j'ai le temps libre, j'ai passé tout le temps en faisant la photographie. Et c'était quelque chose qui me fascine. À l'époque, c'était 1982, donc c'était noir et blanc, et presque tout était enseigné en noir et blanc. Cette université, ils ont 2 cours de photographie, et j'ai appris tout de suite qu'il faut que je change l'université, parce que je veux prendre plus des cours, aussi des autres cours d'art, et donc j'ai transféré. Après, j'étais dans une école de beaux-arts, the Museum School, qui était affiliée avec le Musée des beaux-arts à Boston. Et j'ai passé 3 ans là, en prenant des cours de dessin, de sculpture, de photographie surtout, et l'histoire d'art. Et avec ça, quand j'ai fini, j'ai fait des mosaïques photographiques, c'est-à-dire je vais faire des formes géométriques que j'ai présentées en série pour créer des formes plus larges, géométriques. Et ici, d'une façon de rentrer à 4 images en série, c'est un peu de rentrer à cette époque pour moi, parce que c'était vraiment des images en série, mais vraiment pour construire quelque chose qui n'était pas là. Ici, c'est plus réaliste en comparaison. Donc, après, quand j'ai quitté l'université, j'ai travaillé dans un atelier de réparation des appareils photo. Et j'ai travaillé là 3 ans, et j'ai pris l'habitude de voir les appareils photo que j'ai utilisés comme étudiant. J'ai l'habitude de les voir complètement déconstruits, des choses dedans l'appareil photo. Aussi, j'ai une formation dans le format grand format, et on a réparé des appareils grand format, des objectifs grand format, donc j'ai vu tous les obturateurs complètement désassemblés, et c'était vraiment fascinant. Et après ça, j'avais marre d'habiter à Boston, donc je suis rentré à Chicago, où je suis d'origine surtout, et j'ai passé des années là, dans un atelier de vitraux, et aussi dans un endroit qui loue des équipements photographiques. Donc, la photographie était parfois pas dans ma vie pour quelques années, et après, je reviens à la photographie. Tu es revenu. Et ces écoles, donc il y a une partie universitaire, l'autre école, c'était pas une école privée? La première, c'était privé. La première, c'était privé. Oui, c'était affilié avec Tufts University aussi. Et sur l'enseignement public, est-ce qu'il y a des possibilités dès les niveaux
niveau collège, lycée, tout ça. Ouais, oui, ouais. oui. Il y a Ouais. des écoles de type école de beaux-arts comme nous, on a. Ça pas complètement concentré sur le Beaux-Arts comme Ouais. le Museum School, mais par exemple, après, quand j'ai quitté Chicago, et j'ai rencontré ma femme Virginie Green, qui habitait à Champaign-Urbana, Illinois. C'est une ville universitaire et c'était fondé par l'État. Et moi, j'ai appris tout de suite que dans cette ville universitaire, il faut aller à l'école, encore une fois, parce que sinon, je vais travailler dans une station d'essence ou quelque chose. Donc, ça, c'était fondé par l'État d'Illinois. Et pour moi, c'était super parce que j'ai passé 3 ans de formation là. J'étais moitié étudiant et moitié professeur. J'ai enseigné des cours de photographie pour les débutants, mais aussi j'étais vraiment un spécialiste de grand format, donc j'ai enseigné des cours de grand format de photographie. Et ça, c'était complètement fondé par l'État. Et pour moi, j'étais ravi parce que c'est 3 ans que j'ai payé mes impôts à l'État et moi, je profite complètement de ces impôts. Ouais, c'est un retour sur impôt. Super. Et en plus, j'étais payé. En plus. Et après, par rapport à une fois toutes ces études faites, donc tu as enseigné la photographie après. Tu es devenu photographe indépendant ou tu as enseigné la photographie ou comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui où tu es ici à Saint-Dié? Quand j'ai quitté l'université, j'ai enseigné des cours de photographie un peu indépendants. J'ai travaillé dans la bibliothèque universitaire d'Illinois au même temps, donc c'était mi-temps bibliothécaire et mi-temps professeur de photographie. C'était des petites universités. Il y avait une petite école un peu comme ici à Champaign-Urbana et aussi il y a un endroit de Decatur, Illinois qui est peut-être une heure de Champaign-Urbana. C'était toujours la photographie pour les débutants ou la classe après. Et donc, ces élèves que tu as eus, est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose en termes de photographie le fait d'enseigner, est-ce que le fait d'enseigner a modifié aussi peut-être ta vision de la photographie ou ton approche de la photographie? Je ne peux pas dire oui, exactement, complètement. Bien sûr, j'étais étonné par le travail de certains étudiants ou élèves, et ça m'impresse beaucoup, mais c'était pas pour moi de vraiment forcer mon goût à moi. Je présente, par exemple, pour chaque sujet qu'on a étudié ensemble, j'ai présenté une gamme de possibilités pour les gens pour choisir. Et il y a certains gens qui, leur travail était super. Et j'ai apprécié beaucoup. Et c'était toujours une façon de montrer leur travail sur les murs, comme ici. Et c'était à l'université, donc cette université, Virginie peut me corriger, c'était quelque chose comme 40 000 étudiants. C'est énorme. Et la ville est complètement dominée par l'université. Et donc, après ton parcours personnel, il y a plus de photographes. Donc, rencontre avec d'autres photographes, rencontre avec des galeries, avec des lieux peut-être plus spécifiques, peut-être avec aussi d'autres types de rencontres, peut-être rencontres avec écrivains. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, qui ont permis de reconstruire des choses, peut-être aussi de réinterroger le médium, photographique? Oui, après l'école, à l'université, j'avais la chance d'avoir des expositions comme ici, individuelles. Et donc j'avais profité, j'avais plusieurs des 2-3 ans après. Et j'avais beaucoup de travail que j'ai déjà fait à l'école et avant et après, en même temps. Et ça, c'était bon, mais ça m'a poussé, en fait. Parce qu'à l'école, on était toujours poussé de travailler parce qu'il faut avoir des choses pour parler à la fin de chaque semestre. Mais avec des galeries, c'était bon d'avoir la raison de le faire quelque chose. Un peu comme, même ici, c'est la même chose, d'avoir une date. OK, j'arrive avec des photos. Oui, c'est ça. Avec ça, je veux dire que c'était des années 90 et c'était le début de la photographie numérique. Et moi, j'étais vraiment quelqu'un qui aime la photographie traditionnelle. Et j'étais
très triste de voir cette nouvelle forme de photographie arrive parce que tout le monde a dit que la photographie traditionnelle c'est fini maintenant. Et à la fin de mes études à l'université d'Illinois, j'ai commencé d'étudier la possibilité, commence d'imaginer la possibilité que tous les productions industrielles de la photographie en noir et blanc vont disparaître. Les pellicules, le papier, et qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai commencé d'étudier des procédés du 19e siècle, et c'était, quand j'étais bibliothécaire, j'avais la chance d'avoir accès à beaucoup de livres, les livres techniques du 19e siècle, et j'ai trouvé un procédé de milieu du 19e siècle qui s'appelle le calotype, et j'ai dit, ça c'est... Il y a des analogues avec la photographie en noir et blanc que je sais. Et donc j'ai commencé à étudier ça et de me reprendre. Et à l'époque, j'ai contacté des grands historiens de photographie et des experts et demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le procédé que je peux apprendre avec. Et de plus en plus, j'ai appris que non, il n'y a pas de gens vraiment. Donc c'était à moi, et c'était moi de retrouver le procédé complet, de retrouver tout, et avec des gens du 19e siècle, Gustave Le Gray par exemple. Oui. Donc j'ai appris ça, et 5 ans après, j'ai écrit un livre technique qui s'intitule Primitive Photography, la photographie primitive, et j'ai publié un manuel technique pour comment arrive à la photographie de rien. Comment fabriquer un objectif simple, comment construire une boîte pour mettre l'objectif dedans, comment faire le négatif en papier, comment faire l'épreuve salée pour arriver de rien à quelque chose. Et avec ce livre, ça a ouvert la possibilité de rencontrer beaucoup de gens. J'étais invité d'exposer mon travail au musée, grand musée comme la Maison européenne de la photographie. Et aussi, il y a des forums annuels, des rencontres des photographes. Par exemple, il y avait une réunion qui s'appelle F295, 295, et c'était une fois par an à Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie. Et là, c'était peut-être une réunion de 400 photographes, et tout le monde était invité. Il y a des gens qui parlent, qui présentent leur travail, il y a des stages. Donc, pendant 3 ans, j'étais invité de me présenter et de faire des stages avec des gens qui veulent apprendre ces anciens procédés. Et avec ces anciens procédés, toi, est-ce que tu auras fait une création contemporaine? Est-ce que tu les as réutilisés dans une création contemporaine, ta propre création? Oui. À l'époque, j'étais assez traditionnaliste, et pour moi, la photographie du milieu du 19e siècle, c'était quelque chose pour moi que je veux émuler. Et donc, la présentation des calotypes que j'ai fait, c'était fait comme quelqu'un du milieu du 19e siècle. La perspective était complètement corrigée. C'était souvent des études architecturales, mais en même temps, c'était des études des bâtiments modernes. Oui, c'est ça. Le campus de Harvard University, après Illinois, ma femme et moi, on a déménagé à Boston, au nord de Boston, de Cambridge. Et là, sur le campus, je me rappelle, l'une des photos que j'ai préférées, c'était une photo de l'époque Bauhaus. Et donc, c'était un calotype, mais c'était le procédé de milieu du 19e siècle, mais le sujet était quelque chose de très moderne. Très moderne, au début du 20e. D'accord. Donc, ça, c'est le sujet. Là, donc là, tu faisais vraiment un travail véritablement historique, enfin pratique et historique. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et ces expos, souvent, dans les musées, c'était des musées d'histoire de photographie. Ouais. Et souvent, ils cherchent des photographes qui font des procédés anciens pour montrer leur travail à côté de leur collection. D'accord. Et j'ai fait ça quelques années, mais je pense que j'étais un peu fatigué de ça parce que j'ai trouvé que c'était pas orienté sur mon travail, c'était plus pour mettre la valeur de leur de augmenter la valeur de leur collection. Donc, voilà le photographe, mais nous avons la collection ici.
Alors après, donc, alors cette rupture, parce que tu l'as vécu comme une rupture avec le numérique, alors est-ce que ça a été véritablement une rupture comment t'es passé au numérique de toute façon? Tu n'avais pas le choix. Enfin, je sais pas oui, si, ouais, oui. Je peux. Ouais. On peut quand même dire que l'argentique n'a pas complètement disparu parce qu'il revient, beaucoup de jeunes ont envie de travailler l'argentique. On arrive encore à trouver des produits, même en France. Bon, c'est pas simple, hein, c'est plus cher que ça n'était, ça c'est sûr, mais on voit qu'il y a de nouveau un appétit important sur l'argentique. Ouais. Je peux répondre aussi, vous avez parlé d'un écrivain, est-ce que j'ai travaillé avec ça? Donc, quand j'ai publié cette manuel technique sur l'ancienne photographie, j'étais à Paris quand c'était publié. Et première fois que j'ai vu mes livres publiés, c'était à Londres, dans une librairie. Il y a un tas de mes livres là. Et c'était la première fois que j'étais à Londres. Et donc, premier soir que j'étais là, j'ai vu mon livre et c'était une expérience étrange. Mais à Paris, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Bobbio. Il est un poète, il est un poète bouillant. Et il fait une forme de poésie, je veux dire, expérimentale. C'est difficile à écouter, mais moi, je suis fasciné par sa poésie. Et je l'ai rencontré en 1998. Et après, je commence à travailler avec lui. Tout de suite, il veut que je traduise cette poésie en anglais. Et donc, il veut travailler avec moi. Et 2001, 2002, j'ai vécu à Paris et j'ai commencé à faire une série pour lui, une série photographique qui était un compliment à son travail. Et à ce moment, c'était, je suis revenu à un appareil traditionnel, c'est 24-36, c'était un Nikon avec un objectif macro. Et d'une façon, c'est un peu comme cette expo, parce que pour lui, quand j'étais à Paris, j'ai fait des études sur des affiches que les gens mettent des petites annonces sur les murs et après des gens passent et griffent des choses. Donc, c'était des études très proches des lettres qui étaient complètement griffées et ruinées. Et c'est la série s'appelle Mots cassés parce que c'était des textes qui étaient cassés. Et pour moi, c'était la première fois depuis quelques années que je suis revenu au format 24-36. Et j'ai commencé à réutiliser le révélateur fabriqué en Allemagne, des produits déjà, parce que j'étais accoutumé d'avoir toutes les choses de base, tous les produits chimiques, c'est à moi de mélanger tout. Donc, pour ce moment, j'ai dit à moi, ça c'est mon au revoir de la photographie traditionnelle. J'ai encore pensé que ça va disparaître. Donc, j'ai fait une grande série pour lui. J'ai travaillé entre 2001 jusqu'à 2004, 2005. Et après, on a publié des livres ensemble avec ça. Donc ça a été publié, ouais, effectivement. Ah, c'était publié en français ou non ouais. Et c'était en français, ouais. Mais d'autres choses que j'ai publiées avec lui, c'est semblable. Et parfois, j'ai un texte que j'ai écrit en anglais et j'ai traduit en français. Avec l'aide de Virginie. Mais j'ai essayé de le traduire en français au début et c'est elle qui affine, qui corrige les choses. Et, mais pour parler de la numérique, je peux parler de Virginie encore une fois, parce qu'il y a des moments qu'elle était en train de faire une recherche sur un Américain qui est mort à Moyen-Moutier ici, Thomas Rodman Plummer. Et elle a besoin elle me demandait si je peux faire des photos, et elle a besoin des photos numériques. Donc, je ne sais pas quelle année c'était, il y a 15 ans, 20 ans peut-être. Et j'ai acheté un appareil numérique, c'était Nikon, parce que je peux utiliser mes objectifs anciens. C'était compatible. Et donc, j'ai commencé de faire des choses pour elle, pour son livre, et c'était juste des documents. Mais on dit en anglais, le génie était sorti de la bouteille à ce moment. C'est-à-dire que quand tu commences avec quelque chose, il est là et ça change des choses. Et je peux dire qu'après ça, c'est vraiment... J'ai un moment que je n'ai pas fait beaucoup de photographies, mais pour quelques raisons, j'étais dans une TGV il y a 5 ans, 2018.
Et, donc on avait vu l'expo, certaines images à l'IUT. Oui, j'ai exposé à IUT en 2019 une série, le titre était TGV, et c'était des suites d'images, pas exactement comme ici, mais semblables d'une façon, mais j'ai fait des photos dans les TGV, et les choses, en prenant le TGV ici, les choses qui m'énervent quand j'étais là, c'était quand le train était vraiment à grande vitesse. Le paysage passe si vite que je peux voir rien, c'est juste des lignes horizontales qui passent. Et j'étais frustré avec ça. Donc j'avais un appareil photo, un nouveau appareil photo, et je veux arrêter l'émotion, juste pour voir qu'est-ce que c'est qui passe. Donc je commence avec une vitesse très vite, c'était 1 sur 4000, je pense. J'ai déclenché pour voir des formes qui passent. Et avec le numérique, je peux voir le résultat sur l'écran tout de suite. Ça c'est intéressant. Donc j'ai essayé d'anticiper des formes. Et au début, c'est juste pour m'amuser un peu, mais quand je commence à faire de plus en plus, je vois qu'ensemble, il y a certains qui marchent très bien ensemble, et je commence à créer des séries fondées sur ça. Et ça, c'était aussi... j'ai toujours travaillé avec le noir et blanc jusqu'à ce moment. Et c'est la première fois que j'ai commencé à imprimer des images en couleur. Quand j'étais étudiant, j'ai pris un cours de photographie en couleur. Oui. Mais à l'époque, j'ai détesté ça. Le papier, c'était un papier plastique. Les teintures, la coloration était vraiment obnoxieux pour moi. Et aussi, on met le morceau de papier dans cette énorme boîte et disparaît et passe du temps après, est sorti à la fin. Et c'était rien à côté de la magie dans la chambre noire et blanc. Oui, où tu peux directement corriger les paramètres. Tu vois l'image qui sort. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus magique. Pour moi, ça, c'est la chose qui m'intéresse. C'est pourquoi il y a longtemps que j'ai travaillé avec des négatifs en papier, parce que avec le négatif en papier sur le lumière rouge ou jaune, on peut voir l'image négative se manifeste. Et pour moi, ça, c'est le moment très spécial. Et avec le couleur jusqu'à ce moment, c'était pas là. Mais quand j'ai commencé d'imprimer ces photos de TGV, tout de suite, j'ai utilisé certains papiers en coton. C'était aux États-Unis, c'est facile de trouver. C'est pour les bureaux, c'est un format comme A4, mais c'est 100% coton avec un amidon ou gélatine sur la surface. Et la qualité de papier est très très bonne. Et la couleur était longue cette fois. Oui, de l'encre. Et l'encre qui était sur la surface ou qui pénètre le papier juste un peu. Et moi, j'ai trouvé, ces couleurs-là, c'est vraiment quelque chose. Ça correspond à quelque chose. Et les gens que j'ai montrés, mes copains qui aiment la photographie, je les montré. Wow, ces couleurs sont magnifiques. Et je dis, oui, ok, il y a quelque chose là. Et parce qu'on revient sur du papier traditionnel, sur quelque chose de totalement naturel. Effectivement, ça ne correspond pas effectivement au papier qu'on avait tous pour les photos couleurs, glacées et tout ça. Effectivement. Et là, c'est le même système de toute façon. On est aussi sur un papier. C'est quoi comme papier que tu as là? Ici, c'est un papier photographique. C'est Hahnemühle, mais c'est Photorag et il dit que c'est 100% coton, donc c'est analogue et ce papier ici, c'est assez fin. J'aime beaucoup les papiers fins. Et ici, les grammes, c'est quelque chose comme 168 au lieu de 300. Oui. Le standard, c'est 300. Oui, puis il y a le grain, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un grain fin. C'est vraiment très, 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 très fin, ce qui nous donne, en fin de compte, un espèce de velouté, comme ça. J'ai trouvé ici, avec ces couleurs, c'est une extension de cette série sur le TGV, mais ici, encore, la couleur, pour moi, c'était vraiment quelque chose quand j'imprime, surtout quand je commence à avoir une série. Et ce papier, l'encre de mon imprimante, quand ça arrive, c'est vraiment comme velours. C'est une velours très fin. Et moi, j'ai fait une analogie, c'est l'aile d'un papillon. C'est comme ça.
ça c'est un peu extrême, mais c'est comme ça. Donc, il y a une façon de l'objet que j'aime beaucoup ici. Alors la série, comment tu es venu à la série, cette série qui est une série végétale? J'ai décrit ça dans un paragraphe pour l'expo, mais ici, je n'ai pas une idée prévue quand j'ai commencé ça. C'était 2019, c'était début de printemps, et j'avais l'idée de faire une série de photos noir et blanc, mais en couleur, imprimées en couleur monochromatique, mais pas noir et blanc, mais des couleurs primaires surtout, et d'avoir une image qui va être en noir et blanc. Donc ça va être peut-être 3 ou 4 images en couleur monochromatique, et l'intrusion va être le noir et blanc. Et ça va être un sujet différent qui dérange tout. Et j'ai commencé à faire ça, mais j'avais vraiment un problème avec d'obtenir des images monochromatiques comme ça. Mais en même temps, j'ai commencé à observer, ça c'était des études sur les murs, assez proches, mais avec une mise au point où les choses sont rendues précises. Mais avec ça, j'ai commencé à étudier des plantes grimpantes qui étaient sur les mêmes murs, et j'ai commencé à remarquer que sur les plantes grimpantes, c'était fin mars, il y a juste de très très petits débuts des feuilles. Mais c'était presque comme le bois sec. Et une photo comme ici, c'était pris le 1er avril, et c'était avant que les feuilles peuvent vraiment se manifester. Les bourgeons qui démarrent. Les bourgeons ne sont pas encore là. Ouais. Mais je remarque que de plus en plus, ça commence de sortir. Et sortir. Et c'est ça que j'ai suivi. Donc j'ai cherché des murs pour les couleurs, mais aussi les bourgeons qui commencent de pousser un peu. Et avec ça, je vais essayer d'expliquer que mon appareil photo que j'ai utilisé, c'est un appareil assez standard, mais le mise au point le plus proche, c'est 25 cm. Donc, c'est-à-dire que si je mets l'appareil ici devant le mur, je peux faire la mise au point jusqu'ici. Mais les détails des plantes grimpantes que j'ai fait, j'étais très très proche comme ça. Et souvent les détails étaient de 2 cm le sujet. Et donc j'étais très très proche. Donc c'est au-delà de la capacité de mon objectif de les rendre précis. Oui, tu n'as pas un objectif macro. Non, pas du tout. Ouais. Et ça, c'est assez facile de faire ça. Oui. Mais quand j'ai fait ces photos au début, parfois je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est que j'ai photographié. C'est un peu comme le TGV où les choses passent si vite que je ne peux pas savoir. Jusque quand le résultat est là. Et ici, souvent, c'était au début surtout. Je ne sais pas exactement, j'ai vu une forme nébuleuse, mais est-ce que c'est quelque chose? Et en rentrant à la maison, quand je regarde les choses sur l'écran, après, je vois, cette forme est très figurative, et cette forme-là, c'est figuratif aussi. Et je commence de comprendre qu'est-ce que c'est que j'ai photographié. Et quand je suis informé comme ça, je peux anticiper des formes comme ça et cherche pour ces formes. Et quand j'ai su que c'est ça qui m'intéresse, j'ai commencé... j'avais certaines photos verticales ici et le noir et blanc là. Ça, c'est un exemple d'une mur que j'ai aimé beaucoup, et je peux passer 2 heures devant ce mur en faisant des petits détails. Et il y a des histoires comme ça. Par exemple, ici, avec cette mur-là, il y a un moment que j'étais en train de faire ces photos, et tout de suite, j'étais très proche. Il y a des trous aussi dans les murs. Oui, bien sûr. Et le noir et blanc, on peut voir des trous. Et il y a un moment que j'étais là, et un agent de sécurité était derrière moi. Et il veut savoir qu'est-ce que c'est que je fais. Et il m'accuse d'être un voyeur qui veut regarder des choses de l'autre côté. De l'autre côté. Des trous et tout, ou un terroriste. Et j'ai ri beaucoup quand il a dit ça. C'était absurde. Et une chose qui était bon, parce que aussi j'avais une rencontre avec un flic comme ça aussi. Et de bonnes choses avec le numérique, on peut toujours montrer ce qu'on a fait. On le regarde, et après, oh oui, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant quand on va revenir aussi sur on va
enfin peut-être démarrer comme ça. La notion de série, j'aimerais que tu me dises un peu pourquoi cette notion de série, comment la série elle est construite, et puis après on viendra un petit peu plus dans l'image, parce que comment ces images-là sont perçues par le spectateur, et comment elles nous renvoient certainement à d'autres images aussi, et comment on retrouve derrière tout ça aussi de l'organique, enfin, des choses comme ça. Alors la notion de série, pourquoi la notion de série, et comment tu l'as construit? Ok. La plupart de ces séries étaient faites le même jour, le même endroit. Au début, je cherche des couleurs différentes, par exemple. Ces 4 séries derrière, c'est un mur blanc ou un mur gris, bleu. Et j'ai mis tous ces 4 là parce que la gamme de couleurs était réduite à côté des autres. Et donc c'était surtout le fond qui m'intéresse. J'ai toujours photographié de sujets directement. Donc c'est-à-dire que j'étais toujours comme ça, j'étais jamais... Le perspective n'était pas là. C'était pour éliminer cette tendance. Donc, le mur était toujours le même dans cette façon. C'est toujours flou. Et quand j'étais rentré, chaque jour, je vais trier 6 heures, 7 heures du soir. Et je commence à regarder des choses. Et je dis, OK, ces murs-là, c'est la même couleur. Et dans ça, peut-être j'ai 10 images comme ça, et j'ai choisi 4 qui, à mon avis, marchent assez bien ensemble. Alors les images marchent ensemble, donc, parce qu'on pourra avoir la notion de série comme on l'a aussi en peinture quelquefois. C'est-à-dire soit on peut avoir une notion de série comme une approche qui affine de plus en plus le regard ou ce qu'on veut dire. Alors que là, pas forcément. Là, c'est-à-dire que si tu ressors 4, 5 images, ça va faire un tout. Mais ce n'est pas forcément une évolution de la même image. Non. C'est aussi le ton est différent. Par exemple, il peut y avoir une série de 4, et c'est pas à dire que le premier c'est le premier, c'est pas nécessairement. Oui, ça voilà. peut être le dernier. Voilà. C'est juste et donc, la forme. Et ta composition, donc, elle est purement formelle. Effectivement, c'est juste sur la forme. C'est la forme surtout, et le rythme des choses. Et certains d'autres... par exemple, il y a 2 ici que j'ai pris. C'est un assemblage de 3 jours, pas un seul jour. Mais en ce moment, c'est vers la fin, c'était fin avril, début de mai. Et j'ai déjà choisi ce mur, était mon préféré. Et je reviens j'étais obsédé avec ce mur. Et donc, le fond reste pareil parce que c'était vert tout le temps. Mais c'est les feuilles qui poussent qui changent. Et avec ça, je peux m'allonger parce que le fond était le même. Alors, sur la perception de moi, spectateur, c'était la question que je me posais en regardant ces séries, en baladant dans l'expo. C'était un peu comment j'ai une perception globale de tout ça. Parce que j'ai une perception globale des 4 images. Dans chaque image, j'ai une perception globale des éléments formels. Alors, je reviens un peu sur la Gestalt théorie, sur le principe de comment est-ce que des détails peuvent former un tout, ou c'était un peu cette question là derrière. Si je comprends. C'est-à-dire qu'on a on n'a pas besoin de savoir que c'est de la Vigne Vierge, et forcément dans notre perception on a une espèce dans notre perception formelle, tout de suite on a un type de perception. C'est-à-dire des perceptions qui peuvent être plus organiques à certains endroits, où on va retrouver, c'est assez fou parce qu'avec du végétal, on retrouve de l'humain. Donc on va retrouver de l'humain, et on va retrouver des formes qui nous sont connues en fin de compte. Oui, moi j'ai cherché des formes humaines, surtout de plus en plus au début, c'était pas du tout ça, mais quand j'ai vu comme ça. Et chaque image en soi-même peut fonctionner. Oui, peut fonctionner. Si on est forcé. Mais il y a certains... mais en même temps, je veux que la série, pourquoi c'est 4, je ne sais pas, mais la série 4, c'est quelque chose en soi-même. Donc, chaque image, on peut regarder en soi-même, mais le groupement de 4 et aussi, c'est important parce que ça définit un rythme aussi. Ça crée un rythme et aussi un champ
qui existe plus allongé. Un seul photo, si on répète la même couleur, le même fond, surtout, ça crée quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce que je veux dire ça? Et est-ce que le fait de s'approcher, comme tu dis, est-ce que le fait de s'approcher à très près de l'objet photographié, et est-ce que c'est aussi ça qui t'amène à aller sur un format carré? Ça, c'est une question que je te pose. Le format carré, c'est égal. C'est-à-dire que si c'était un rectangle, on a toujours le choix entre une vue horizontale ou verticale. Et puis le rectangle, ce que je veux dire par là, c'est que c'est là aussi où on est dans certaines psychologies des formes. C'est-à-dire que le rectangle implique aussi souvent le paysage. Oui, hein, ou le portrait. Alors que dans le carré, comme il y a égalité, effectivement, ça permet aussi de recentrer sur la forme. Ouais, enfin, je le dis comme ça, moi. Mais... Oui, c'est ça. Aussi, pour cet objectif qui était légèrement grand angle, je trouve que un objectif grand angle avec un rectangle ou par exemple, si c'est 24-36 par exemple, ou le 24 joint le 36, la distorsion est évidente. Et avec un format carré comme ça, c'est moins évident parce que le centre de l'image, le centre d'objectif est au centre et toute la distorsion, c'est égal. Oui, c'est ça. Sauf il y a un équilibre. Un peu différent, mais le 4, encore une fois, je sais que je veux dire à propos de ça. Avec les 4, j'ai dit que chaque image peut fonctionner, mais certains, je sais que si je présente quelque chose en soi-même, ça va être pas bon. Par exemple, cette image-là, ici, pour moi, elle a besoin des autres pour le supporter. Ça ne fonctionne pas en soi-même. En fait, pour moi, ce n'est pas une bonne photographie en soi-même. Mais avec les autres... Il y aurait presque une narration entre les Il y a presque entre les images. C'est-à-dire que un langage qui entre. C'est ça. Et quand j'étais étudiant en Illinois, j'avais un prof qui me dit que Alan, je sais que quand vous présentez des images, il faut le regarder en commençant à gauche jusqu'à droite. Donc on est bien dans une écriture. Voilà, d'accord. Okay. J'espère qu'on peut regarder dans les deux sens. Peut-être pas. Peut-être pas, je sais pas, effectivement. Bon, il faut prendre le temps de relire. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous couper. À nous couper. Oui. Oui, justement, une question. Pour mettre en valeur vos formats carrés, est-ce que vous avez été amené à faire pivoter votre image initiale? Pardon. Est-ce que, avec votre format carré, vous avez été amené à faire pivoter votre image initiale de façon à lui donner plus d'expression? Je ne sais pas si j'ai compris, mais le format, c'est encadré comme ça, et toutes les images que j'ai faites, je n'ai pas coupé du tout. Est-ce que tu les as pivotées? Tu les as retournées? Oh non, pas du tout. Elles sont dans l'axe de la prise de vue. Oui, non, c'est comme je l'ai vu, c'est toujours, ça c'est en haut et ça c'est en bas et c'est comme ça. Et il faut aussi ajouter que quand j'ai parlé de cadotypie et la photographie traditionnelle, chaque fois que j'ai pris ces photos, donc j'ai dit que je suis devant le mur comme ça, jamais comme ça, mais aussi dans cet appareil, et c'est quelque chose de grand format, la photographie de grand format. Il y avait un niveau, et j'ai quelque chose qui me dit que c'est un niveau. L'objectif est un niveau, et sur l'horizon aussi, c'est un niveau. Ah, d'accord. Donc, et ça, c'est une continuation. Ça, c'est quelque chose quand j'ai pris le premier cours de grand format, mon professeur a montré comment mettre le niveau sur l'objectif, comment mettre le niveau sur le cadre pour que tout est carré. Et j'ai fait ça tout le temps. Depuis 30 ans, toutes mes photos ont été faites comme ça. Donc, ça donne une certaine uniformité des choses. Les variables sont plus lumineuses, les variables sont plus réduites. Donc, c'est une certaine continuance. Est-ce que c'est pas aussi une position du photographe?
C'est-à-dire que d'être dans la frontalité, véritablement dans la complète frontalité avec son objet photographié. C'est pas anodin. C'est-à-dire que ton positionnement, toi, corporel, par rapport à ce que tu photographies. Ce que tu disais, je suis pas comme ça, puisque tu mets à niveau, tu es dans une frontalité. Ouais. C'est ça. La frontalité, ça permet de... Est-ce que cette frontalité-là, qu'est-ce qu'elle te permet par rapport à l'objet photographié, d'aller plus loin, d'aller... Est-ce que tu... Ouais, parce qu'elle est aussi présente quand tu développes, je veux dire, en fin de compte. Même si c'est du numérique. Enfin, en tout cas, quand tu le lis. Ouais. Pour moi, c'est comme une méditation. C'est un état de regarder des choses. Je ne fonctionne pas comme ça normalement, mais quand je suis avec un appareil, je suis comme ça. C'est vraiment une méditation pour moi d'arriver de cette façon de frontalité. Et donc le temps aussi, il y a un abandon du temps. Parce que tu parles de méditation, on n'est plus forcément dans ce temps spatialisé. Et donc effectivement, le policier qui passe à côté, s'il te voit très longtemps en train de fixer un mur, il peut être enclin à se poser des questions. C'est ça. Ouais. Non, mais parce que je crois que l'attitude dans la création, on n'en parle pas assez parce qu'on parle souvent de l'outil, on parle souvent de l'action sur le support, genre de choses, mais on oublie l'attitude de l'artiste et du créateur. Et je pense que ces attitudes, ce positionnement, que ce soit pour un photographe ou pour un autre plasticien, ça conditionne beaucoup le travail qu'on fait, et on devrait y faire plus attention parce que ça permet de générer des choses qu'on générerait pas normalement, quoi. Je peux dire, toutes mes photographies, d'une certaine façon, elle a un certain sens de calme ou de méditation pour moi, surtout. Et ça existe depuis longtemps. C'est une question de balance, des formes. Comment je sens devant la forme même, la distance du forme ici. La distance, c'est important pour moi aussi parce que moi, j'avais regardé le sujet original via l'objectif de mon appareil et aussi je l'ai vu avec l'écran de mon ordi qui était comme ça. Et c'était juste quand je peux imprimer ces images que je commence à voir des choses plus loin. Le fait que je peux voir ces images si loin d'ici, peut-être ça c'est l'idéal. J'en suis pas sûr, mais on peut regarder des choses de proche, mais on peut regarder des choses plus loin aussi. Et la question, alors justement, parce que la question on est dans un carré, on est dans un format, la question de la taille. Parce que tu aurais pu aussi imaginer des séries, on aurait pu imaginer une série de 4,60 sur 60 ou de 4,1 mètre sur 1 mètre, si on avait une constate. Mais je crois que par rapport, que c'est que tu as pensé ça, cette taille-là. Oui, on peut jouer beaucoup avec ça théoriquement. Pendant le vernissage, il y a quelqu'un là qui me demandait, qui a remarqué, moi je peux voir cette série beaucoup plus grande qu'elle est ici. Et j'ai dit oui, j'ai pensé ça aussi parfois. Mes photographies, pour quelque raison, sont toujours relativement petites. J'aime pas de voir des photos de moi trop grandes. Ça devient comme une publicité ou quelque chose. Même si c'est une tendance de la photographie aussi contemporaine d'être très grand. Et surtout avec la photographie argentique, c'est un énorme usage d'argent, un métal précieux. Je ne sais pas pourquoi c'est nécessaire d'avoir un noir et blanc comme une publicité mais il a dit ça et j'ai dit oui, c'est possible. Mais aussi c'est une question d'argent avec l'encre, combien d'encre. Et aussi cette série ici, c'était pour cette galerie ici. Et c'était très important pour moi de savoir les dimensions de cette galerie. La première question que j'ai posée à Manu et Catherine, c'était est-ce que vous avez un plan de la galerie? Parce que je veux faire des choses à la taille de cette galerie. Et donc j'ai fait ça. Ouais. Alors pour revenir un peu effectivement sur l'idée de la méditation, le positionnement dans la galerie, la hauteur, effectivement, on est sur un espèce de linéaire comme ça qui apporte
qui apporte une forme de silence et une forme de concentration. Et effectivement, avec toutes ces formes, on repart, on est dans une espèce de méditation aussi, quand on est sur des linéaires comme ça, je trouve. Et ça marche, c'est pour ça que ça marche bien de loin, comme ça marche bien de près. Oui, pour me répéter quelque chose à dire au vernissage, j'avais un groupe des lycéens qui arrivent le premier jour de l'expo, et l'un des gens me demandait pourquoi c'est toujours 4 images, une série de 4, et j'ai dit, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'ai dit, je sais pourquoi cette série-là, c'est une série à 3, et c'est parce que le mur là, c'est plus court que les autres murs. Et si le mur était plus grand, je vais ajouter un 4e. Mais donc c'était sur mesure comme ça. Alors ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien aussi pour les gens qui sont en photographie ici et avec Maxime, parce qu'il y a des élèves en photographie, c'est aussi de dire que l'exposition, elle va jusqu'au montage, jusqu'à l'installation. C'est-à-dire que le propos va jusque-là. Et s'adapte aussi au lieu pour qu'il soit le plus fort possible. C'est bien ce que tu fais, puisque tu adaptes un 3 dans un petit lieu pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de création, on va du moment où tu vois jusqu'au moment où tu montres complètement installé, on est complètement dans ce processus-là de création. Oui, c'est complètement... c'est un mystère pour moi parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est le résultat parce que j'ai jamais vu ces images en série avant de l'exposer comme ça. Et alors, même si c'est un mystère pour toi, et par rapport à ce que toi tu pouvais imaginer, est-ce que quand tu as eu le plan et tout ça, tu as commencé à construire le truc, est-ce que tu te sens complètement en adéquation par rapport à ce que tu as fait, ou est-ce que tu te sens en décalage en te disant, parce qu'on peut aussi ressentir ça, on peut monter une expo, on monte le truc et se dire, ah, peut-être que est-ce que ça correspondait à ce que tu attendais réellement, ou est-ce que tu aurais pu nuancer, ou changer des choses, quoi. Ici, je suis très satisfait avec tout. Je pense pas que ça peut être mieux. Non, ça a fonctionné comme toi tu l'avais imaginé dès le départ. C'était pas prévu, mais tout arrive, c'est bon pour moi. Et même avant d'imprimer tout ou de mettre toutes les choses sur les murs, j'ai pensé qu'il y avait certains qui étaient moins forts que les autres. Certains étaient vraiment forts pour moi et les autres c'était OK. Mais de voir tout maintenant et d'avoir mélangé, c'est encore une fois d'avoir mis une image que je pense ne fonctionne pas par soi-même, mais peut-être il y a une série que j'ai pensé ça ne marche pas en soi-même, mais c'est les autres qui, parce que c'est dans un environnement avec les autres que la valeur est augmentée. Et je me rappelle qu'au tout début, quand tu m'as parlé de la série, on en a discuté un petit peu, et on avait dit, et tu avais émis l'hypothèse de peut-être glisser un humain dedans. Hein, tu te rappelles? Ça c'est. Et bon, tu l'as pas fait, mais moi, voyant la série, je dis, il n'y avait pas forcément, c'était un autre propos, quoi. Ça devenait autre chose, quoi. C'était mon idée originale, avec l'idée d'intrusion, c'était. J'étais déjà passé cette idée, mais je garde ça. C'était mon idée originale d'avoir cette image en noir et blanc. Et je n'ai pas renoncé ça quand nous avons parlé la première fois. C'était il y a un an, c'était novembre. Oui, c'est ça. Donc, mais de plus en plus, je n'aime pas ça et j'aime les formes en soi-même. C'est-à-dire qu'en soi-même, elle parle peut-être plus de l'humain que l'humain que tu aurais pu remettre dedans, quoi, en fin de compte. Ça va être une intrusion. Voilà. Mais peut-être il y a des autres questions. Voilà. D'autres questions. Quand j'ai vu ces photos, je dois dire qu'au début, j'étais un petit peu choquée parce que ça semble flou. Et il a fallu que je voie toute l'exposition et puis que je fasse plusieurs fois le tour pour l'aimer, en fait. Ce n'était pas une découverte immédiate. C'était vraiment progressif.
Et je trouve que la rigueur que tu as en travaillant, ça se ressent. La façon, je ne connais rien en photographie, mais la façon de te positionner, de réfléchir, de méditer, tout ça, ça se ressent vraiment quand on regarde l'ensemble des travaux. Et je suis très surprise et enfin contente de t'entendre en parler, parce que ça enrichit en plus la connaissance sur la photographie comme tu la conçois. Merci. Merci. À propos de ça, je peux dire que pour moi aussi, les images en regardant la première fois, et comme Syrie aussi, à la maison, ici à Saint-Denis, en Syrie, c'était dur de voir la première fois pour moi. C'était assez flou et qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'étais vraiment anxieux de présenter ces images comme ça sur mon ordi à Manu et Catherine, parce que c'est bizarre, ok? Et je pense que d'avoir l'espace ici, c'est bon. D'avoir une orange. C'est vrai qu'il y a une question que tu poses qui est assez fondamentale quand on pratique depuis longtemps tout art, c'est quand on commence à faire quelque chose de nouveau, c'est l'acceptation de cette chose nouvelle. Ouais. Et ça, c'est compliqué, hein, quelquefois pour les artistes, de dire, ah oui, on sent que la piste, on sent qu'il peut y avoir quelque chose là qui se dessine, mais quelquefois on ne l'accepte pas, parce quelquefois on a aussi un trop lourd passé artistique qui fait que on a tendance à retourner aussi dans nos formes arrière traditionnelles, parce qu'elles nous rassurent. Et c'est compliqué d'accepter des choses nouvelles. Ouais, je ne peux pas dire que c'est nouvelle ou non. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ont travaillé comme ça, mais pour moi c'était une découverte. C'est quelque chose qui sort que c'était étonnant pour moi. Et j'ai un copain aux États-Unis qui est sculpteur et peintre. Il a une formation classique, il connaît la forme, il travaille avec des modèles, il connaît l'anatomie très bien. Et j'ai envoyé des exemplaires des séries comme PDF pour lui avoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Et lui, il me dit qu'elle était complètement choquée. Et je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est le sujet. Et elle était complètement choquée. Il pense que c'était des orgies ou des choses très hyper sensualisées. Et j'étais... Et moi aussi, quand j'ai... La nature est une orgie. Oui, quand j'ai vu certaines images, j'étais, wow, c'est presque pornographique. Et donc j'ai dit à lui, oh, well, c'est des photos des plans grimpants, photographiées très proches. Et il me dit, ça m'assure un peu. Comme quoi, la lecture, c'est comme... Ouais, c'est une projection. C'est comme... à chaque fois, on a une projection. Et c'est comme un paysage. Est-ce que le paysage qui est devant moi, moi, c'est toujours une question que je me pose quand je suis devant un paysage, est-ce qu'il a une certaine réalité, ou est-ce qu'il n'est que ma projection pour que je l'apprécie? Et à mon avis, il est les deux, mais en même temps, c'est quand même une question, c'est souvent une question quand même fondamentale. Voilà. Oui, je pense, je peux trouver ce que je trouve, mais c'est à tout le monde de voir des choses. Et en parlant des gens, je pense que les gens voient différemment que moi. Et ça, c'est bon. Et de plus, avec ça, j'étais tenté à dire rien à propos des plans grimpants, juste de laisser des choses comme elles sont, comme elles sont. Et je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir ça, mais il est là. Mais alors, est-ce que, puisqu'en fin de compte, on est quand même dans des choses un peu expérimentales, donc est-ce que tu te provoques quelquefois pour utiliser de manière expérimentale ton médium photographique? Parce que comment tu arrives à être là à 20 cm et là, ouais, il y a un flou, ça devient... Comment est-ce que c'est un jeu? Est-ce que la provocation, c'est que ça peut être quelque chose de ludique qui peut provenir de l'enfance? Moi, j'adore jouer avec plein de choses dans d'autres domaines, mais qui permettent effectivement de faire sortir certaines attitudes qu'on n'aurait pas forcément si on reste dans un cadre strict de notre formation.
Non, les séries, c'est un peu comme un jeu pour moi. C'est vraiment comme un jeu. Et surtout, ludique. Ouais. Si c'est toujours à 4, c'est vraiment comme un jeu. Ouais. Pour la projection ou j'ai parlé de l'histoire d'art dans mon petit paragraphe. Quand j'ai fait ces photos, et ça arrive avec n'importe quelle série que je fais, je ne sais pas que je veux. J'ai une idée dans la tête au début. Mais c'est le procès. Quand je vois les premières images, je commence à prendre des choses de ces images. C'est ces images qui me disent « Ah, regarde, ça, c'est très figural. » Et tout d'un coup, j'ai déjà une idée qu'est-ce que c'est qui marche ou qui ne marche pas. Et donc, quand je suis confronté devant ces plantes une autre fois, je reconnais des choses tout de suite. Et par exemple, dans cette série-ci, tous les choses faites devant le mur vert. J'ai pris des cours de l'histoire d'art, c'était sur l'art du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, 15e siècle. J'ai pris j'ai fait une étude de façon comme étudiant. Et avec cette série-là, je sais que c'était impossible pour moi d'avoir fait ces photos sans d'avoir vu pas mal des primitifs flamands, des manuscrits, des crucifixions ad nauseam. Donc, ça m'informe. Ça, c'est moi. Je vois les choses comme ça. Mais, et c'est, pour une fois, j'ai travaillé toujours avec une souvent, j'avais une idée consciente de l'histoire d'art. Je veux faire un commentaire sur... C'est très conscient. Mais ici, cette fois, c'était pas du tout comme ça. C'était déjà digéré par moi. Et ça remonte comme ça, un petit peu comme ça. Naturellement, complètement naturellement. Il y a des formes naturelles qui remontent, il y a tout ça. Là, on arrive sur... Non, je comprends très bien, effectivement. Et on ressent ça aussi, effectivement. Effectivement, dans des choses... là aussi, sur celles qui sont là-bas, on est aussi dans des clairs-obscurs, on est aussi sur des formes, on est pas si loin que ça du Caravage aussi sur certaines choses, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, la façon dont ça résonne en particulier, tu vois, c'est la série qui est là-bas et tout. Et donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà. D'autres questions? On s'arrête là? En tout cas, merci. Donc, on peut peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci pour cet entretien. C'est bien parce qu'on se permet de découvrir quand même tout un univers. Merci pour cette belle expo qu'on va continuer à partager et puis à voir aussi, effectivement, pour revenir un peu sur l'idée de méditation un petit peu dans le calme, pour vraiment avoir ce linéaire complet dans les yeux. En tout cas, merci pour ce beau travail. Merci pour votre patience avec mon français.